Quel classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, un match très intéressant malgré qu'il soit amical, qui nous a ramenés jusqu'au bout de la nuit. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, un peu fatigué car le match qui a eu lieu cette nuit entre le Real Madrid et le FC Barcelone aux États-Unis a été interrompu pour cause météorologique, il y avait une tempête et l'orage, et donc le match a été interrompu, voire reporté. Bref, c'est un match qui nous a ramenés jusqu'au bout de la nuit, mais qui reste très intéressant dans le contenu. Avant de voir que retenir dans ce match amical, qui reste après tout un match amical, je remercie toutes les personnes qui prendront quelques secondes pour liker la vidéo, c'est super important. Objectif 200, 300, 400 pouces bleus. Merci à tous ceux et celles qui vont aussi s'abonner, c'est super important. La chaîne monte petit à petit, mais c'est très important, donc je compte sur vous si vous aimez le contenu. Mettre les notifications, c'est super important, et mettre un commentaire pour l'algorithme. Merci à tous ceux qui feront ça. Place à la vidéo. Première chose à retenir de ce match, c'est que l'enjeu était moindre et que les finalités et les conclusions ne sont pas à faire hâtivement. En effet, le Real Madrid s'est incliné 2-1 face au FC Barcelone, face à un bon FC Barcelone avec de très bons jeunes, une très belle animation due à Hansi Flick qu'on en parlera un peu plus tard, mais il est important de dire que cette défaite n'entachera en rien la saison. On rappelle que l'année dernière, le Real Madrid s'est incliné face au FC Barcelone, mais a remporté tous ses classicos officiels. Et le FC Barcelone, cette victoire ne veut pas forcément dire grand-chose, car malgré qu'ils aient gagné, ça ne veut pas dire que leur saison sera réussie. Cependant, attention, il y a quand même quelques contenus intéressants dans ce match, que ce soit du côté du Real Madrid ou du côté du FC Barcelone, qui nous donnent des indices pour la saison prochaine. Ensuite, j'aimerais retenir qu'Ancelotti a refait la même formation et la même animation que lors du match face à l'AC Milan il y a quelques jours. En effet, nous sommes de nouveau avec un 4-4-2 à plat sans ballon, avec encore une fois Modric ou Ceballos qui montent pressés avec Hendrick, car Hendrick était le titulaire aujourd'hui, et en 4-3-3, revenir dans un système plus basique avec une pointe haute qui était Modric ou Ceballos. Du côté de l'animation, il y a eu beaucoup de pressing, ça a bien combiné. Le Real Madrid a bien joué pendant quelques moments du match. En effet, ils ont joué avec des momentum comme on connaît si bien au Real Madrid. Modric, cette fois-ci, a joué un peu plus bas que lors du match précédent où je disais que j'aimais pas trop Modric très haut car il ne permettait pas de fluidifier autant le jeu que quand il joue presque numéro 6, presque comme un Regista. Et aujourd'hui, il a joué un peu dans ce rôle-là. Il a fluidifié le jeu, il a porté le ballon, conservé le ballon, donné de très bonnes passes. Malheureusement, il y a eu des phases où il perdait des ballons importants. Il y a eu des phases un peu de trou d'air. Donc voilà, Modric a fait un match assez moyen, un match assez avec du bon, du moins bon. Ça reste un Modric qui est très âgé, qui approche la quarantaine. Ça sera un joueur de rotation, comme je l'ai déjà dit, qui peut être intéressant en fin de match, mais en titulaire, ça me paraît déjà compliqué. Ensuite, au niveau de la formation, Carlo Ancelotti est parti avec un 11 presque similaire au précédent. On a eu Courtois au cage, qui d'ailleurs a été assez bizarre. J'ai eu des séquences où j'ai eu l'impression que Courtois ne voyait pas bien le ballon, ou je ne sais pas si c'est la pluie, l'orage, la peur, le stress, mais en tout cas, il a été moins serein que le match précédent. À gauche, tu as eu Fran Garcia qui est, bon, c'est un joueur très moyen quand même. C'est un joueur, tu as l'impression que quand le ballon lui brûle les pieds, tu as l'impression qu'il n'est pas capable de garder ce ballon correctement. Par contre, pour prendre la profondeur, pour courir, il est là. Mais par contre, défensivement, ça reste très très dur. Je pense que ça va être un vrai problème en termes de doublure à faire leur Mendy, car si Mendy, qui est quand même sujet à blessure, se blesse, ça sera très compliqué parce que Fran Garcia n'est pas capable, selon moi, de garder ce rôle. Je préfère même mettre un Camavinga en tant que latéral gauche qui apportera plus de garanties défensives et offensives qu'un Fran Garcia. Vasquez a été pas mal, il a été toujours dans son rôle très offensif. Défensivement, il s'est battu, donc rien de spécial à signaler. Par contre, la défense centrale avec Rudiger qui a été assez bon, mais Militao qui a eu souvent quelques trous d'air. D'ailleurs, depuis son retour de blessure en fin de saison dernière, c'est assez compliqué. On espère le revoir à son meilleur niveau, car bon, la saison commence dans quelques jours, voire dans une dizaine de jours, avec la Supercoupe face à l'Atalanta, la Supercoupe européenne. Est-ce que cette charnière centrale Rudiger-Militao va fonctionner? Est-ce qu'il y a une alchimie entre les deux joueurs? Je commence à avoir un doute. Mais voilà, on va laisser du temps, on va voir ce que ça va donner en match officiel et on fera des conclusions un peu plus tard. Sur les ailes, on a encore eu la doublette Brahim Diaz-Arda Güler. Brahim Diaz qui était vraiment assez bon, il prend le ballon, qui provoque à chaque fois. Il a une justesse technique qui fait vraiment plaisir à voir jouer. Il a les deux pieds, c'est très important. Il est capable de jouer à gauche et à droite. Bref, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un vrai joker et il m'impressionne de plus en plus. Et je vois vraiment qu'il a un truc spécial, ce joueur. Avant de parler des autres joueurs, j'aimerais décaler du côté catalan pour parler de la Masia qui prend le pouvoir. En effet, c'est la jeunesse qui prend le pouvoir du côté catalan. Avec les nombreuses absences, notamment les Espagnols, le Barça a joué avec une équipe bis ou voire
c'est avec beaucoup de jeunes de la Masia. Cependant, comme d'habitude, ces jeunes-là ne sont pas comme les autres et ce n'est pas pour rien que c'est le meilleur centre de formation du monde. Il y a encore eu des cracks phénoménaux. Tu as eu la doublette au milieu de terrain Casado-Bernal que j'ai trouvé très intéressante, qui a fait beaucoup de mal au milieu de terrain madrilène malgré leur très jeune âge, avec un Bernal très grand et un Casado très intéressant dans la prise d'espace. On a eu le latéral droit qui est très intéressant, qui se nomme Valle, qui a une très patte gauche, qui je pense est un latéral gauche de base, qui a joué à droite pour dépanner en l'absence des Français ou encore des Espagnols. Il t'a sorti une passe décisive, un centre décisif extérieur du pied devant Luka Modric, le maître de ce geste technique, pour délivrer un caviar à l'attaquant Pau Victor. Pau Victor qui n'est pas de la Masia, qui vient d'être recruté pour 3 millions d'euros. Je ne sais même pas d'où il vient pour être honnête. Il a déjà 22 ans, mais qu'est-ce qu'il est intéressant. Il a vraiment ce sens du but, il a ce flair des retards de surface, il a une très grosse frappe, il a été très intéressant dans son positionnement. Il a marqué un doublé face au Real Madrid, il a marqué encore une fois face à Manchester City. Il est très intéressant, il apporte énormément en attaque et pour moi, c'est une vraie révélation du côté du FC Barcelone, car pour moi, je pensais que c'était un joueur qui allait jouer avec l'Athletic, donc l'équipe B du FC Barcelone, mais pas du tout. Je pense qu'il faudra compter sur lui, au moins dans la rotation. J'aimerais aussi parler d'Hansi Flick, qui a déjà apporté, selon moi, sa patte au FC Barcelone. En effet, on n'est plus sur une possession à outrance, tenter d'avoir juste le ballon. Non, on est sur un Barça très vertical, un Barça qui ressemble au FC Bayern, le Bayern notamment de 2020 d'Hansi Flick. Un Barça très vertical qui tente très rapidement d'aller vers l'attaque, mais aussi un Barça de mouvement, un Barça qui bouge, les joueurs bougent, il y a des permutations, il y a du mouvement, il n'y a pas de joueurs statiques, ça cherche la profondeur, ça essaie de toucher directement les attaquants. C'était un Barça très agréable et très efficace. Ils ont maintenu un bloc très haut pour pouvoir presser très haut et récupérer des ballons très haut encore une fois. Ils ont joué en 4-2-3-1 avec un Pablo Torre en numéro 10, très intéressant, lui aussi qui a une finesse technique qui lui permet de pouvoir s'incruster dans toutes les petites zones et de se régaler finalement avec cette équipe catalane. Petit bémol, c'est Robert Lewandowski qui, selon moi, décroche beaucoup trop et quand il y a un numéro 10, ça ne sert à rien de décrocher autant car il laisse du coup la zone de numéro 9 totalement vide et se retrouve totalement inutile. Malheureusement, pour l'FC Barcelone, Lewandowski va rester au club, il a un salaire exorbitant et il va devoir prouver autre chose. La saison dernière, il a quand même fini la saison à Liga avec 19 buts, c'est plutôt intéressant, on va pas se mentir, mais il va devoir s'intégrer à ce collectif et je pense qu'il peut y arriver car il connaît l'entraîneur Hansi Flick, il l'a eu au Bayern. Revenons du côté madrilène de la Casablanca, j'aimerais parler d'un joueur qui, j'ai l'impression d'en parler chaque semaine, d'en parler dans chacun de mes tweets, dans chacune de mes vidéos, mais Arda Güler, quel joueur, quel bonbon, quel joyau, quel diamant a eu Florentino Pérez. La Turquie possède un vrai crack, que ce soit au milieu de terrain ou sur l'aile droite. Il est très intéressant. Il touche énormément de ballons. Il vient décrocher. Il vient participer au jeu. Il vient être le meneur de jeu. Il est celui qui envoie des passes longues, des passes courtes. Il a cette capacité de dribbler très difficile, de lui retirer le ballon avec son centre de gravité assez bas qui lui permet de se retourner très rapidement, qui nous rappelle un peu à la fois un Eden Hazard, mais aussi à la fois un Mesut Özil avec sa capacité de trouver de très bons ballons. Il a marqué un très joli but qui a été refusé d'ailleurs sur une magnifique passe de Brahim Diaz en louche, qui a eu un contrôle magnifique de Arda Güler qui va trouver le but, les filets, mais malheureusement c'était hors jeu, c'était un but assez magique qui aurait pu donner encore plus de confiance à Arda Güler. Comme on le voit sur les informations qu'il y a eu au sein du Real Madrid, il a impressionné le staff technique et l'entraîneur, il est mieux physiquement, il est mieux psychologiquement. Arda Güler s'annonce à faire une saison exceptionnelle, je pense qu'il va réaliser une très grande saison et attention à Rodrigo, car si Rodrigo n'est pas au niveau, Arda Güler est en train de toquer à la porte et il peut réellement, mais réellement lui prendre sa place. Parlons quand même du petit Hendrik qui a été encore une fois mis en difficulté techniquement. C'était un match pas fait pour lui dans le sens où il touchait peu de ballons, il décrochait mais malheureusement à chaque fois il prenait des coups de tampon. Techniquement, il a eu beaucoup trop de déchets. Il y a eu quelques séquences intéressantes. On a pu voir que voilà, parfois il prenait ce ballon, il accélérait ou il faisait un petit pont, il tentait une petite passe intéressante. Malheureusement, c'était pas suffisant. Voilà, on va lui laisser du temps évidemment. Ça reste un très jeune joueur qui vient d'avoir 18 ans, qui vient de débarquer au Real Madrid. Mais voilà, il faut lui laisser du temps. Petit à petit, il va prendre ses aises et il va montrer ce qu'il a montré à Palmeiras. Il y a un génie brésilien qui est de retour du côté de la Casablanca, le numéro 7 madrilène,
Vinicius Junior était de retour lors de ce match. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il a été présent dès le début, très provocateur, il n'hésite pas à dribbler, et ça passe tout le temps, ça passait tout le temps. On avait l'impression qu'il était là en mission pour abattre son latéral. Malheureusement, il a manqué de justesse dans le dernier geste qui aurait pu faire rattraper ce retard au Real Madrid. Voilà, c'est son premier match de pré-saison, il a été très intéressant. RAS, Vinicius est toujours aussi bruyant, toujours aussi provocateur et toujours très juste dans son dribble. Il va faire une grande saison, j'en suis sûr et certain. En attendant, ce Classico a été assez intéressant. On a pu voir les animations catalanes, les animations du Real Madrid. Ah, j'ai pas parlé de Mario Martin qui a été lui aussi très intéressant. J'aime de plus en plus, je pense qu'il peut rentrer dans la rotation au sein du milieu de terrain madrilène, très bon défensivement, qui n'a pas peur de se faire presser. D'ailleurs, en parlant de pressing, le Real Madrid et l'FC Barcelone ont beaucoup pressé lors de ce match. Ça prouve que ces deux équipes vont montrer un visage très intensif lors de la saison 2024-2025. Ça promet de très belles choses pour cette saison. Attention, pas de conclusion à en tirer très rapidement, que ce soit le Real Madrid ou le FC Barcelone. Tout est à faire. La saison, la Liga, le match officiel va être le vrai révélateur de ce que va être cette saison pour chacune des deux équipes. Entre-temps, la pré-saison continue, il y a des matchs dans quelques jours. On va peut-être débriefer ça, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé le contenu et le débrief, n'hésitez pas à liker, c'est super important, ça m'aide énormément. Vous abonner aussi, ça aide énormément. Je remercie toutes les personnes qui font ça. Mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous avez pensé de la Masia du FC Barcelone, d'Arda Güler, si pour vous c'est un titulaire en puissance. Moi je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.